Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast qui parle de Future of Work. Je suis aujourd'hui avec Kelly Zizine, juste en face de moi. Et ravi de pouvoir parler avec toi aujourd'hui de travail et de plein d'autres choses, puisque en plus, pour le coup, on se connaît depuis quelques années. Ouais. Je me souviens, on s'était rencontrés en plein Covid, je crois, ou juste avant le Covid. Juste avant, quand tu lançais les sessions Productivore. Exactement, de productivité. Ouais. On s'organisait dans des cafés à Lyon pour bosser et chacun être en mode deep work. C'est ça, tu es un des premiers indépendants du coup que j'ai rencontré en étant à mon compte. Ouais, sous forme de sprints, donc très très cool de voir comment chacun a évolué. Puis on s'est croisés assez récemment, je pense, à Balade ou peut-être un petit peu avant Balade, mais en tout cas on a dû se croiser 2-3 fois, mais on s'est vraiment retrouvés à Balade. Ouais. Et t'as rejoint Balade d'ailleurs il y a quelques mois, c'est ça, hein? L'été dernier. C'est récent, ouais. L'été dernier. Ah, donc on est arrivé à peu près en même temps alors. Ouais, c'est ça. Très très cool. Écoute, on va pouvoir parler de plein de choses et la première question que je vais te poser, Kelly, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton activité aujourd'hui? Moi, j'ai une petite idée de ce que tu fais, même une très bonne idée. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis consultante en marque personnelle sur LinkedIn et ghostwriter. Donc du coup, j'accompagne autant les indépendants à créer leur système d'acquisition grâce à LinkedIn, à créer une autorité, incarner vraiment leurs valeurs et leur personnalité pour se vendre mieux. Et j'écris pour les dirigeants qui, eux, n'ont pas le temps justement de se marketer et de porter la voix de leur entreprise. Super cool. Mais écoute, c'est exactement ce que j'attendais. Donc, mais en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, nous regardent, c'est ça, c'est ce que fait Kelly aujourd'hui. Parce que quand on s'est connus au début, tu étais plus sur la rédaction web. Ouais, un peu plus j'ai commencé, je pense, comme beaucoup d'indépendants, j'ai commencé avec une palette large de services et au fur et à mesure, je l'ai restreinte à ce que j'aimais vraiment faire, à ce que je voulais vraiment faire et surtout aux besoins du marché. Et LinkedIn, justement, en commençant en 2019, LinkedIn, c'était le moment où ça commençait vraiment à se propulser, où les gens commençaient à avoir un intérêt, en tout cas de réseau social et de stratégie de contenu. Et j'ai évolué avec. Donc, je me suis spécialisée vraiment là-dessus. Pas sur les autres réseaux. Parce que je pense que, comme tu le sais, LinkedIn, c'est déjà beaucoup de travail et beaucoup de spécialisation. En soi, déjà. Ouais, exactement. Et bravo, en tout cas, d'avoir... je vois ton parcours depuis le début, quand même assez impressionnant. Aujourd'hui, tu fais partie des... on va dire mini-figure d'autorité sur LinkedIn. Évidemment, tout est relatif. Tu as des gens qui sont à plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn. Mais toi, en tout cas, à ton échelle, tu as déjà... t'es reconnu, en tout cas, clairement, pour je suis positionnée, en tout cas, sur une approche spécifique. Et j'ai jamais vraiment eu l'intention, de toute façon, d'être non plus une figure d'autorité de l'influence absolue avec 100 000 abonnés. Donc, justement, tu vois, je prouve un peu tous les jours aux indépendants qu'on n'a pas besoin d'avoir une énorme influence pour générer son business. C'est même quelque chose contre quoi tu te bats un petit peu, j'ai l'impression, le côté hyper-médiatisation, influence. Je me bats contre les idées reçues de popularité pour générer son business, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus grands freins sur LinkedIn, c'est les personnes qui pensent que pour avoir une autorité, il faut forcément avoir énormément d'influence et énormément de likes, de commentaires et d'engagement, alors que aujourd'hui, justement, je travaille avec des indépendants qui, avec une cible restreinte, nichés, arrivent très bien à faire fonctionner leur business sans pour autant avoir une audience ultra large. Ouais. Tu viens de mentionner, Kelly, les mots idées reçues. C'est le titre, c'est le nom de ta newsletter. C'est le nom de ma newsletter. Mais c'est une newsletter directement sur LinkedIn, c'est ça? C'est une newsletter sur LinkedIn, ouais. J'ai été un peu à contre-courant là-dessus, là où tout le monde parlait de newsletter Substack, d'acquisition, d'envoi de mailing. Moi, j'avais pas tellement envie d'aller sur l'emailing. Je me dis aussi que dans la partie marketing, il y a tellement de choses à faire que quand on se disperse, c'est hyper difficile quand on est tout seul de tout gérer. Et moi, j'aimais explorer LinkedIn. Donc, j'aimais faire mes expériences dessus. Et au fur et à mesure que j'explorais LinkedIn, je trouvais des systèmes d'acquisition à mettre en place. Et souvent immerger des choses qu'on ne voit pas vraiment publiquement, mais qui fonctionnent beaucoup plus sur son référencement LinkedIn. Et quand j'ai lancé ma newsletter, à la base, pour la petite histoire, je l'ai lancée parce que je réfléchissais et que tout le monde me disait « Fais pas ça, LinkedIn, c'est pas porteur pour la newsletter ». J'avais juste créé un nom.
Et j'avais laissé un plan parce que je m'étais dit, ouais, ils ont raison. Ouais, je vais pas faire ça, je vais encore y réfléchir. Et un jour, je farfouillais dans mon LinkedIn et je vois que sur la newsletter que j'avais créée, juste le nom, il y avait 10 abonnés. Et je me suis dit, cette semaine-là, je me suis dit, bon, bah, par respect pour eux, je vais éditer au moins une édition. Et la première édition, elle m'a généré plus de 2000 abonnés en 48 heures. 2000 abonnés en 48 heures? Ouais, Waouh. d'abonnés à cette newsletter, du coup. Ah, Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était puissant, ce système-là de newsletter sur LinkedIn, parce que ça envoie autant une notification qu'un mail. c'est la question que j'allais poser, parce que du coup, tu possèdes quand même les adresses mail de ces personnes. Enfin, Je tu les les as. possède pas, c'est LinkedIn qui les a, mais D'accord. LinkedIn envoie des notifications par mail. Donc, tu Ok. es doublement notifié. Mais ça veut dire que si demain, parce que en fait, c'est souvent la raison qu'invoquent les gens qui poussent à la newsletter, qui sont Ouais. pro-newsletter, c'est de dire, bah, si demain tu perds ton compte sur un réseau social, au moins si tu as une newsletter, ça t'appartient. C'est-à-dire Ouais. que les adresses mail, si tu les as sur ton disque dur ou sur un cloud, personne ne peut te les retirer. Ouais. Et c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Tu penses que c'est un peu... Mon opinion... c'est un faux sujet parce que dans les faits, on va perdre son compte. Alors, moi, je pense que c'est un faux sujet dans le sens où si tu respectes la politique de LinkedIn, si tu génères pas d'automatisation en masse ou que tu outrepasses pas la politique LinkedIn, tu n'as aucune raison de te faire suspendre ton compte. Ouais. Donc, Si tu as une ligne éditoriale qui n'est pas clivante, qui n'est pas polarisante, il n'y a aucune raison d'être signalé. Donc, pour moi, c'était pas un sujet parce que je me disais, bah, j'ai rien à craindre. La deuxième, c'est que, au final, moi, je pense que les personnes je comprends l'acquisition de se dire que on a les mails et que si le réseau social nous fait défaut, on a les mails. Mais moi, mon comportement, en fait, je me suis étudiée moi-même. Je me suis dit, mais moi, quand je m'abonne à une newsletter mail, je les lis jamais. pareil. Ou rarement. Faut vraiment Très rarement, ou alors je vais lire la première, mais en fait, les autres, je les lisais jamais. Et chaque année, en août, je regarde tous les contenus que j'ai archivés, mais que j'ai pas lus pour vraiment faire un petit peu un tri de mes abonnements et faire les choses vraiment trier en fond ma boîte mail. Et je me disais, en fait, c'est des choses non lues. Et donc, je me disais, quel intérêt de créer du contenu si je ne le consomme pas. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je consomme sur ma boîte mail? Très clairement, les mails des clients, je les traite. Les mails de l'URSSAF, des impôts, les choses hyper administratives, voilà, sur lesquelles je suis tenue à responsabilité. Et le reste, je le consomme pas. Par contre, le contenu, je le consomme où? Je le consomme sur LinkedIn. Donc, plus simple pour moi d'avoir une notification de newsletter sur LinkedIn uniquement dans les notifications et que je n'ai pas à trier, que de l'avoir en plan là-dessus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ouais, on va commencer à vraiment créer cette newsletter. Et au départ, c'était pas idée reçue d'ailleurs. C'était l'inspiration parce que mon idée, c'était de partager toutes les idées que j'avais et que je n'exploitais pas pour aider les indépendants, justement, qui ont le syndrome de la page blanche à commencer à écrire. Et au fur et à mesure, bon, je l'ai fait, je l'ai tenu un moment et puis j'ai un peu décroché pendant 5-6 mois. Et j'ai décroché en me disant, ouais, le mois prochain, je m'y remets. Et je le faisais pas. Et en fait, j'ai profité de l'été dernier pour vraiment me poser les questions de qu'est-ce que je veux vraiment dire sur LinkedIn et qu'est-ce qui me bloque en ce moment. Et en fait, je me suis rendu compte que dans toutes les injonctions que je voyais sur LinkedIn, ça m'énervait, mais que je voulais pas avoir une ligne éditoriale en post qui contre systématiquement tout ce que je lisais et que j'approuvais pas. Et j'ai fait évoluer, du coup, ma newsletter en idées reçues, là où je me suis dit, en fait, plutôt que de critiquer ce que les gens disent, je vais apporter ma propre vision et montrer en quoi les alternatives à ce qu'on lit tous les jours, c'est largement possible. Trop bien, trop bien. J'aime bien ce positionnement. En tout cas, c'est le tien, il est unique et c'est beau à voir. Et ça nous mène à ma question, une question que je pose à peu près à tout le monde qui passe dans ce podcast. C'est les changements que toi, tu observes depuis que tu t'es lancé. Depuis que tu es sur le marché du travail d'ailleurs, dans la façon de bosser, ou alors peut-être là, dans ton cas plus précisément, on va rester quand même sur LinkedIn, sur tu vois, le métier de rédacteur web, maintenant ghostwriter, tu vois, toutes ces ramifications. Comment toi tu vois les choses tout simplement, tu vois, ton parcours c'est un peu vague comme question, mais... ouais, c'est un peu vague, mais bon, tu vas peut-être me réorienter. Du coup, je vais t'apporter une réponse et tu vas me dire si tu veux que je l'oriente. J'ai envie de savoir un peu comment t'en es arrivé là aujourd'hui, quoi.
Eh ben, j'en suis arrivée là en commençant à poster tout simplement parce que moi, à la base, LinkedIn, j'y voyais un potentiel, mais je faisais surtout de la veille quand j'ai Mmh. commencé en 2019. Et à un moment, je me rappelle que j'étais sur LinkedIn un soir et je recevais des messages d'amis qui me disaient: «Ouais, tu as vu, Instagram, ça a planté». Et moi, je ne l'avais même pas vu ça, parce que du coup, Mmh. j'étais pas sur Instagram, j'étais en train de scroller C'est quand le jour LinkedIn. où Instagram et Facebook avaient planté ou un truc comme Ouais, ça? je sais Ouais, plus je sais plus. exactement quand est-ce que c'était, mais Mmh. je sais que du coup, ça m'a inspiré un post où j'écrivais que ça m'était largement passé au-dessus Mmh. cette panne de Facebook et Instagram Mmh. parce que aujourd'hui, je tirais beaucoup plus parti de mon temps de scroll sur LinkedIn pour ma veille, pour mon réseautage, Mmh. pour mon activité. Et à ce moment-là, je postais pas. Donc, je me suis dit, bah, on va envoyer un post et pour dire ça. Et ce post, il a super bien marché. Et donc, je me suis dit, OK, donc si les autres, il y avait peu de personnes dans ma catégorie qui postaient à ce moment-là, mais s'il y en a deux, trois qui le font, pourquoi pas moi? Et donc, je me suis mise à envoyer deux, voire même trois posts par semaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé, du coup, à être démarchée pour faire du ghostwriting. Mmh. Donc à la base, je faisais beaucoup plus de l'aide à la prospection pour les sociétés. Je relisais les pitchs des commerciaux, de téléprospecteurs, j'écrivais l'école d'email. Je faisais un petit peu de scénario en message privé LinkedIn, mais ça m'intéressait vraiment. Et quand on a commencé à me dire, bah, est-ce que tu peux écrire mes posts? Je me suis dit, ben, on va essayer, on verra. Et en fait, j'ai adoré ça parce que ça devient, et ça tu le sais, ça devient des rencontres Bien sûr. avec les entrepreneurs, ça devient des parcours, des vécus, ça devient une retranscription de ce qu'ils font, même mettre en lumière ce qu'ils ne détectent même plus comme étant des valeurs ajoutées, mais de leur normalité. Et je me suis lancée beaucoup plus dans le ghostwriting. Mais ça, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, c'était pas complet. Parce que certes, les gens veulent publier du contenu sur LinkedIn, mais ils en oublient que la conversion, elle se fait sur le profil. Mmh. Donc, comme moi, j'avais déjà bien optimisé mon profil et que ça fonctionnait bien pour moi, je me suis dit, bah, je vais proposer de l'optimisation aussi de profil. Et avec le temps, même l'optimisation de profil et le ghostwriting, je me suis rendu compte qu'il fallait clairement indexer toute une stratégie autour des usages de la personne pour qu'elle puisse vraiment s'impliquer dans sa stratégie, que ce soit ses bons usages, son bon contenu, brainstormer une ligne éditoriale vraiment pour avoir Une cohérence de bout en bout, quoi. ben exactement une direction, une Mmh. orientation et vraiment pouvoir être identifié. En fait, tout ce que je faisais pour moi, je me disais, mais il lui manque un truc à lui, il faut absolument Mmh. qu'on revoie ça. Et c'est comme ça que du coup, j'ai beaucoup plus exploré la marque personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on est identifié sur une thématique et qu'on parle de nous en se disant, cette personne, c'est la personne qu'il faut Mmh. contacter. Et donc, du coup, voilà, c'est devenu une offre très complémentaire autour de LinkedIn, la marque personnelle et le contenu. Incroyable. Donc, c'est vraiment le fruit d'observations successives. Ouais, Tu dis, bah voilà, il manque ça, donc je vais aller l'apporter à mes clients. Il manque ci, je vais l'apporter à mes clients. exactement. Ça me fait penser à un post que tu avais. Je pourrais parler de plusieurs de tes posts, hein, qui ont parfois très très bien marché, notamment le post où tu disais que tu partais en train, je sais plus, en voyage et qui avait cartonné de fou. Je sais plus, je crois que tu avais un Incroyable. post là-dessus. Tu t'en Ça, souviens peut-être même plus. pour ainsi dire, ma meilleure performance. Euh, C'était donc du coup suite au décès de mon petit frère, j'ai ressenti forcément un moment un peu de déperdition où je savais pas quoi faire et où j'ai pris la décision de faire ce que je voulais faire avant qu'il tombe malade, avant cette période un peu difficile de 2 ans d'hospitalisation. Moi, ce que je voulais à la base en étant à mon compte, c'était bouger, c'était profiter de bosser partout où je voulais Mm. avec mon ordinateur portable et Internet. Et j'ai pris la décision du coup de vendre toutes mes affaires à Lyon et de partir reprendre ce projet-là. Et bien sûr, au départ, j'étais un peu en pilote automatique, donc j'ai tout fait. Et puis, c'est une fois arrivée dans le train pour partir dans mon premier voyage, j'ai commencé par l'Espagne, pas très loin, mais bon, voilà, c'était C'est déjà au déjà un moins quelque voyage. chose. C'est là que je me suis rendu compte, oh mon Dieu, là, tu as tout lâché et tu pars à l'aventure, tu es seule.
c'était assez émotionnel pour Bien moi. sûr. Et en fait, j'ai voulu écrire un post que je suis montée dans le train, j'ai écrit le post à moitié larmoyante, quoi, On sent l'émotion, on en sent me l'émotion monter. cachant du passager d'à côté. Et j'ai envoyé ce post. Et ce post, il a fait 1 400 000 impressions, plus Waouh. de 20 000 likes et je pense 300 ou 400 commentaires, je ne sais plus. Mais il m'a absolument rien rapporté en termes de business, Ok. ce post. Mais je l'ai plutôt vu comme un go de l'univers. Tu vois, je Hmm. me suis dit, en fait, quand tu as l'audace de poser à l'endroit que tu considères être ton moyen d'expression, donc à savoir pour moi LinkedIn, quand tu parles honnêtement, les gens répondent. Hmm. Enfin, les gens le sentent. Et en fait, ça m'a aidé dans ma construction de ligne éditoriale, de marque personnelle, à me dire que je voulais une communication beaucoup plus alignée et beaucoup plus authentique avec ce que je pense et ce que je suis. Et qu'il n'était plus forcément question que de parler d'expertise, que de copywriting, Hmm. d'usage LinkedIn, mais aussi donner justement une version de soi qui connecte aux autres. Bien sûr. Et c'est ce qui marche le mieux, c'est d'être là où ça vibre pour les personnes. Surtout maintenant, à une époque où on a tellement de choses qui sont automatisées avec l'IA et tout sur LinkedIn. C'est ce mot, Ben, ce sempiternel mot authenticité qui a été galvaudé, tu vois, parce bien qu'on sûr, l'entend partout, donc du coup, il ouais. perd malheureusement de sa substance. Mais c'est ça, la réelle authenticité, tu vois, de jouer là où ça vibre, tu vois, de qu'est-ce que je ressens maintenant, comment je vais amener tel sujet. Et ouais, c'est comme ça qu'on connecte avec les personnes, quoi. Ben, en fait, c'est de la spontanéité, je Ouais, c'est ça. pense. Spontanéité, c'est peut-être un meilleur Ouais, mot. tu Ouais. vois, on parle souvent d'authenticité. Et effectivement, on en parle tellement à toutes les sauces. Et c'est la même chose pour le personal branding, d'ailleurs. On en parle tellement que du coup, ça a plus beaucoup de sens. Et en fait, par authenticité, alors bien sûr qu'en marque personnelle, on essaye de donner la meilleure version de soi-même pour donner Bien confiance sûr. d'un point de vue commercial. Mais effectivement, on oublie que c'est la spontanéité des émotions, des conversations qui fait justement peut-être un discours imparfait, mais un discours qui fait sens auprès des gens qui te lisent Mm. et qui vont s'identifier d'une manière ou d'une autre à ce que tu racontes. Ouais. Et ça, effectivement, c'est un gros blocage. Mais une fois qu'on l'a fait sauter, Mm. c'est un bien plus grand plaisir d'écrire Ouais. des posts LinkedIn et c'est un bien plus grand plaisir d'avoir du retour. Ouais. Exactement. Bah, si parfait égale robotique, vive l'imperfection. Tu vois, parce que tu sais, quand on Exactement. dit, c'est quoi déjà la définition de la perfection, déjà, ça te demande, rien que ça, vous avez Mm. 4 heures, tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'est c'est que ça. justement, c'est être humain, dans toute notre, Dans nos nuances être parfaitement et imparfait dans dans nos nos nuances, et c'est comme ça qu'on contradictions. connecte Et vraiment avec la effectivement, personne. ouais. Et c'est peut-être ça, le truc parfait, la connexion, enfin idéale, même s'il n'y en a pas, tu vois ce que je veux dire, mais Mm. c'est justement de juste, tu es comme tu es. Évidemment, tu as un discours commercial, tu sais où tu vas, tu sais quelle transformation tu Ouais. apportes à tes clients, mais tu es comme ça dans l'instant et tu sais connecter, tu sais être contextuel aussi, que ce soit sur les réseaux comme dans une conversation, tu vois, tu sais Ouais. être contextuel. Si forcément ton prospect te dit, là je digresse un peu, mais qu'il lui est arrivé telle chose et telle chose, tu vas pas lui dire, bon, bah alors on fait comment pour l'offre, tu vas t'adapter, tu vois. Bah, S'il te bien dit sûr. qu'il vient de perdre un proche, tu vas pas Tu lui. rebondis, Donc tu tu es rebondis sur ce qu'on contextuel te et dit, ouais. tu laisses à la personne le temps, et c'est comme ça qu'il y a Une connexion. une vraie connexion et éventuellement plus connexion commerciale Bah, si, c'est voilà, pour ça. si Moi, besoin. je pense que du coup, par spontanéité, on affiche beaucoup plus de conviction, Mm. on maîtrise un peu moins son discours et on en dit beaucoup plus. Et ça parle aussi aux personnes à qui on s'adresse beaucoup plus. Ouais, Et ça permet effectivement de mieux se connecter. Et en fait, c'est tout le potentiel d'une marque personnelle, c'est d'arriver justement à créer ce lien qui donne confiance mm. et qui se dit, OK, à compétence égale, j'ai 3 consultants devant moi, mais j'ai plus d'affinité avec celui-ci. Ouais, Donc, je vais aller travailler avec lui. incroyable, incroyable. Écoute, on a complètement dévié, c'est Ouais, trop un bien. petit Là, peu, on j'avoue. est à fond Mais en dans. même temps, c'est nos sujets, donc du C'est coup, nos sujets, et puis je pense c'est... que par rapport là, puisqu'en plus on parle de futur off-work, enfin tu vois, le rapport au travail, tu vois, Ouais. les réseaux, tout ça, c'est quand même un sujet important, parce que d'ailleurs avec Balade Club, on communique notamment sur LinkedIn et aussi Mm. sur Insta. Donc moi, je pense que pour le coup, c'est des sujets bouillants. Mais j'aimerais parler un petit peu de ton rapport au travail, justement, puisque là, on Ouais. est donc dans les locaux de Balade Club Ouais. Vauban. Je le dis à chaque épisode, vous commencez par savoir. Mais comment ça se passe pour toi? Ça ressemble à quoi une semaine type de Kelly? En termes de lieu, en termes de rythme de travail. OK, il y a pas de semaine type. C'est une réponse que j'ai souvent aussi. Chaque semaine est différente. Mais je pense que ouais, ce que tu veux savoir, c'est à peu près
d'où je travaille, Ouais. comment sont faites un peu mes Mhm. routines de travail, Mhm. même si c'est pas ordonné chaque jour de Ouais, la bien même sûr. manière. Je travaille quand même la majorité du temps de chez moi parce que je pense que j'aime bien ma solitude d'une certaine manière. J'aime bien travailler dans le calme et surtout une bonne partie de mon métier, quand je suis en visio avec des clients, je pars du principe que c'est beaucoup de confidence et où j'aime pas trop être entourée dans ces Mhm. moments-là. J'aime que ce soit des choses plus intimistes. Et donc, je suis plus à l'aise d'être chez moi pour mener Ok. ces rendez-vous. Ensuite, ma partie plutôt réflexion, en dehors des visios, elle est pareil, dans une bulle. Donc, j'aime être chez moi pour travailler. Cela dit, être tout seul tout le temps, c'est limitant. C'est-à-dire que j'aime quand même aller rencontrer les autres Bien sûr. indépendants. J'aime bien aussi aller challenger mes idées. J'aime aussi qu'on m'en apporte. Et pour ça, du coup, j'ai tendance à aller à Balade Club parce que c'est toujours agréable, du coup, de rencontrer des personnes qui font pas la même chose que moi, mais des choses complémentaires ou qui sont dans la même dynamique. Mhm. Et où, en gros, je dois l'admettre, c'est pas mes journées les plus productives. Mais c'est des journées où à chaque fois, j'ai eu de longues conversations et assez profondes avec d'autres indépendants. Et voilà, c'est des petits cafés qui sont censés durer une demi-heure et qui Mhm. finalement sont des conversations de 2-3 heures. Et toi-même, tu sais. Et moi-même, je sais, on en a eu à plusieurs reprises, effectivement, et c'est passionnant. Genre, on pourrait faire ça, on pourrait lancer Bah une ouais, retraite créative, enfin, bah de c'est création ça. de contenu. Trop cool. Et puis, trouver des clients aussi chez Balade. Moi, je sais que j'ai déjà trouvé des clients parmi les membres de Balade, Ouais. mais ça se fait aussi au fil des conversations. Je sais que c'est le cas pour toi. En tout cas, Bah, j'ai au moins une personne en tête. c'est le cas, effectivement. Et Donc, ça, ouais. tu vois, c'est vraiment grâce, je pense, à la dynamique que Balade nous permet entre baladeurs. Mhm. Parce que moi, les clients que j'ai eus ici, c'est même pas forcément en prenant un café pour discuter, c'est aussi avec l'opportunité de pouvoir faire des masterclass, Oui, des événements, des des ateliers et conférences et tout. justement Ouais. pouvoir s'entraider. Et c'était des choses où on peut se donner de la ressource les uns les autres et où c'est hyper fédérateur de pouvoir parler de nos sujets euh, pour ceux que ça intéresse, en tout cas dans l'immédiat, et pouvoir le faire avec des salles à disposition et puis un système aussi de communication propre à Balade dans le Slack et dans leur newsletter. Donc, moi, j'adore parce qu'effectivement, quand tu rencontres, j'adore LinkedIn, mais quand tu Mais rencontres tu les préfères la gens, vraie vie? ben, bien sûr, toujours. C'est mon moyen d'expression digitale. LinkedIn, Mm. c'est vraiment mon média. Mais à côté de ça, je ne peux pas dire que ça fait tout. Aujourd'hui, Bien sûr. la plupart du temps, quand je déclenche une collaboration, c'est parce que quelqu'un, je l'ai rencontré à un événement, à un after-work, à un petit déjeuner, au Balade Business Club. Mm. Je l'ai rencontré, on a discuté. Et en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On crée vraiment cette affinité. Et c'est là qu'on se dit, OK, c'est la personne avec qui je veux travailler. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui te plaît le plus dans ton activité? C'est vraiment les connexions que tu crées avec tes clients ou c'est Ouais, ou est-ce que ouais. c'est ce qui en jaillit aussi après le fait que tes clients se libèrent justement dans leur spontanéité, ont une vision plus claire aussi, une compréhension plus claire de ce qu'ils offrent. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. c'est ce que j'aime le plus et c'est en même temps ma plus grande frustration. Et je pense que tu partages cette idée quand tu discutes avec un entrepreneur. euh, Tu te rends compte à quel point il va pas au maximum de ce qu'il peut faire Mm. en termes de communication Ouais. personnelle. Tu détectes un peu ses valeurs, ses projets, toutes les choses qu'il ne dit pas et qui sont portantes d'une importance capitale. Et en fait, après, dans l'idée, c'est leur donner suffisamment confiance pour aller exploiter tout ce potentiel. Bien sûr. D'abord Et l'explorer et ensuite l'exploiter. ben Exactement. exactement. Et exactement, explorer et ensuite exploiter. Et ils ont quand même toujours un petit peu peur. Mm. Mais un consultant leur donne un peu cette confiance de se dire, ah ok, si toi, tu penses qu'il y a une raison de le dire sur LinkedIn, j'y vais. Mais j'ai quand même un peu peur et je dis pas tout. J'y vais progressivement. Donc, c'est des choses qui se font assez sur le long terme. Mais
c'est trop bien en fait de voir à quel point les gens ont énormément de valeur et de potentiel. Ouais. Et en même temps, c'est frustrant des fois de se dire qu'ils l'exploitent pas Ouais. à 100%, Ouais, quoi. c'est sous-exploité, mais justement, je pense que c'est derrière cette frustration qu'il y a une énorme opportunité pour des personnes comme toi ou pour moi ou comme moi d'aller Exactement. euh, faire jaillir encore une fois Mm, mm. tout ce potentiel. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, pour en faire aussi une passerelle, parce qu'on parlait de Future of Work à la base, On va y revenir, hein, justement, t'inquiète pas. la C'est fun. plupart des indépendants, des entrepreneurs, enfin vraiment tout statut confondu qu'on peut avoir en interlocuteur, toi et moi, ils défendent pas suffisamment justement leur vision du future of work. Ils sont Mhm. très cadrés, ils restent beaucoup dans les cases. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que Mhm. le succès vient. Donc du coup, on n'en sort pas. Alors que finalement, quand on parlait de conviction tout à l'heure, Ouais. l'avenir, est-ce qu'on pense vouloir orienter dans l'avenir du travail? Il faut le faire soi-même en fait. Il faut être déjà acteur justement Il de faut ce futur. l'appliquer à soi-même et Bah, être exactement, le- exactement, la première incarnation de ce qu'on prêche. C'est ça que tu dis? exactement. Ok. Et en parlant de ça, justement, c'est quoi un petit peu, toi, tes vues, tes visions sur le futur, futur of work? Déjà, en tout cas, dans ton activité sur LinkedIn, comment tu vois les choses évoluer avec l'IA, notamment, mais pas forcément que l'IA, mais ouais, comment tu vois ton métier évoluer dans les années à venir, là? Ben, déjà, moi, je pense que l'IA, mine de rien, c'était censé être un danger pour nous. Et Ouais, finalement, personnellement, ça a catapulté ton activité? mon activité. Ouais. Euh, Moi, de base, je me disais que l'IA, tout le monde me dit, tu n'auras plus de boulot dans 1 ou 2 ans, il faut absolument que tu fasses autre chose. Je me suis dit non, je pense pas. Je pense que vu comme les personnes utilisent l'intelligence artificielle en termes de rédaction Mhm, aujourd'hui, mhm, on va avoir 2 fois plus besoin de mhm. personnes comme moi pour réhumaniser les discours. Ouais, ouais. Et bien sûr, tout le monde m'a pris pour une folle en me disant, bah, on verra, on verra. 5 ans plus tard, je suis toujours là. Donc, Ouais, ouais. et toi aussi, Bien et sûr. tous les rédacteurs, justement, le sont aussi. On a aujourd'hui la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle et LinkedIn la déploie de plus en plus, petit à petit, sur plein de choses. Mais ça doit être des assistants. Mais en vrai, ça n'enlève pas le discours. Aujourd'hui, par exemple, ChatGPT, ça permet à beaucoup de personnes de commencer à publier du contenu. Mais c'est pas du contenu qui transpire une marque C'est personnelle. ça, Et exactement. donc, du coup, ben, les personnes qui veulent vraiment, du coup, défendre cette stratégie se disent, OK, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à vraiment faire une introspection, aller vraiment chercher l'essence de ce qui pourrait Mhm, intéresser mhm. les autres. Pas juste mettre du contenu en forme, mais vraiment C'est mettre ça, du fond. c'est ça. Et moi, mon activité, mon chiffre d'affaires a toujours augmenté malgré l'IA. Donc, je me dis au contraire, plus les gens sont lassés de voir des contenus creux, Et mieux c'est, et quoi. plus ils mesurent la valeur justement Mhm. d'un travail personnel dessus. Ouais, c'est un petit peu, ouais, un petit peu, si on devait faire un parallèle avec, par exemple, la food, enfin l'agroalimentaire, ce serait bah, l'IA, en tout cas l'IA générative type ChatGPT permet d'industrialiser la création de contenu. Mm, Tout le monde a un peu sa mini-usine à produits, mais c'est des produits transformés mm. et qui sont un peu en surface. Je dis pas forcément, parce que l'IA peut te permettre aussi d'aller faire ton introspection, bien sûr. Bien Ça sûr, dépend vraiment comment tu tu peux l'utilises, l'utiliser bien comme sûr. assistant Mais ce que je aussi, veux dire, bien c'est sûr. que à une ère où justement on est dans ce truc d'industrialisation, je pense que le fait d'être capable d'avoir son petit potager, de soi-même créer ses produits, Ouais. les cultiver avec du soleil, de l'eau et de l'amour, De créer sa recette, ouais. et ben, je pense que les gens ont de plus en plus envie de ça, de retrouver ça aussi, tu Mm. vois, ou en Ouais, tout cas bien d'être sûr. capable de le créer. Tu vois, Il y a une c'est un peu satisfaction paradoxal en fait. effectivement personnelle de faire entièrement son plat fait maison. Exactement. Et je pense que l'IA, en fait, c'est toujours pareil, c'est que c'est à la fois une menace et une opportunité, et à la fois c'est paradoxal, mais plus l'IA est puissante et plus elle s'affaiblit aussi en même temps, dans le sens où si tout le monde a les mêmes armes, ok, mais du coup, va falloir qu'on différencie des choses à un autre endroit, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, c'est complexe comme question, parce que puis en plus, ça va très vite, enfin, Ouais. l'évolution de l'IA, donc ça demande une adaptation, une grande capacité d'adaptation et Ouais, et puis il d'aller y a vite, quoi. tellement d'outils, surtout que tu sais même plus où donner de la C'est tête ça. finalement. Enfin, On vit il y a vraiment une des période, nouveautés toutes les semaines, des ouais, nouvelles intelligences artificielles toutes les c'est un semaines. truc de fou. On vit une époque incroyable, hein, vraiment. Mm. On peut le voir toujours en négatif ou en positif, mais en tout cas, c'est sans précédent et c'est hyper stimulant quand même, je trouve, Ouais, carrément. intellectuellement, le challenge qu'il y a, ou les challenges hein, derrière tout ça, quoi. Ok.
Écoute, on a fait un bon tour, Kelly. J'ai envie de te poser quand même, évidemment, la question signature de ce podcast. Est-ce que tu la connais, la question signature? Dis-moi, repose-la moi, je La t'en question, prie. je pose la question comme ça. C'est le fameux, ta fameuse vision rêvée du future of work. Ouais. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu rêverais de voir dans le monde du travail, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ce serait quoi, toi, pour toi, un monde du travail où tout le monde est épanoui? Ça ressemblerait à quoi? Ça, c'est une question super large. C'est hyper large, hein, ouais. C'est la pire C'est la pire question, hein. C'est pour question. ça que je la garde pour la fin. Écoute, je sais pas, je pense forcément à un monde encore plus collaboratif, justement, où malgré tous les outils qu'on a à disposition, on s'appuiera beaucoup plus les uns les autres, justement, pour travailler. Les indépendants, tu vois, je pense, en créant des studios, des agences. Moi, j'ai plutôt peut-être envie de te formuler une vision qui me manque aujourd'hui dans ce qu'on a. On est à Balade, donc du coup, on peut peut-être recentrer la question là-dessus. Moi, j'aimerais un endroit... J'aime Balade parce que, outre l'aspect coworking, pouvoir travailler dans des salles, j'aime la communauté. Je trouve que c'est vraiment la valeur ajoutée de Balade. C'est toute la dynamique qu'ils ont su impulser et le fait que les baladeurs fassent la communauté. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est vraiment le mieux. Et je me dis en fait que peut-être aujourd'hui, outre le Balade Business Club, le Balade Sport Club, les petits déjeuners, le podcast, il y a aussi mais plein de choses, les événements qu'ils font et qui nous permettent de faire. Je trouve qu'il manque peut-être un studio, un endroit justement où tu vois, là on crée un podcast, on discute, mais où on pourrait justement avoir beaucoup plus la possibilité de créer du contenu. Une espèce de lab, de studio. Exactement. Moi je me dis, tu vois, un studio photo, de faire plus de vidéos encore, pouvoir mettre le contenu, la dynamique encore plus au centre et que ce soit même quelque chose de quasi quotidien, en tout cas. Que ce soit pas juste un service, mais vraiment... a way of life. Ouais, un hub, tu vois, pour propulser justement chacun de nos activités et pouvoir encore plus échanger les uns les autres sur encore plus de contenu, de production de contenu. Mais elle est parfaite, ta réponse. Voilà. Parce qu'elle est spontanée. Et tu vois, tu m'as dit, ouais, c'est quoi cette question, c'est quoi cette colle? Et finalement, on a une suggestion pour vous, Balade. Exactement. Créons Dalab. Si t'inverses Balade, ça fait Dalab. C'est vrai? Parfait, tu vois. T'as de la suite dans les idées. Tu peux le lancer directement, Johan, si tu nous écoutes. Mais en tout cas, non, je pense qu'il y a un truc à faire, effectivement, avec ça. Avoir une espèce de studio permanent où les gens peuvent venir créer du contenu. Ouais, carrément. Ouais, très cool. Une émission, ouais, peut-être... un TV show, un Balade TV show, en plus tu vois, justement, du podcast. Ok. À méditer. On va se mettre sur le sujet. Tu peux peut-être être à l'origine de ça, Wesley. On y réfléchit. En tout cas, merci à toi, Kelly, pour ce magnifique échange. Je t'en prie, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Incroyable. Et puis, merci à vous qui nous avez regardé ou écouté. Et puis, on se retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club podcast. Ciao, ciao.